Bonjour et merci d'avoir choisi ce talk. Scrum Master, il suffisait d'essayer, elles l'ont fait. Un an après, récit d'une épopée agile. Alors, pour se présenter rapidement, moi c'est Magali, je suis développeuse front-end et celle qui m'accompagne depuis un an dans mon épopée agile, c'est Mélanie, développeuse back-end. Et on s'organisait via des channels Slack pour des features assez conséquentes, cross-compétences. Ça nous permettait d'avoir un interlocuteur désigné et de ne pas demander à toute l'équipe qui travaille avec moi sur ce ticket, au fait. Pendant un temps, ça a fonctionné. L'équipe a grossi, les features se sont diversifiées et on a commencé à rencontrer quelques problèmes, notamment un manque de visualisation. Sur les tâches au long terme, au-delà de la tâche du jour, qu'est-ce qu'on va faire après ? Quand on avait des problèmes, que ce soit pour développer notre feature ou parce qu'on a un bug, à qui je m'adresse dans l'autre équipe ? Ça traduisait en fait un vrai problème de communication avec des specs qui parfois étaient reprises en cours de route et par conséquent des features avec des bugs en production ou des rollbacks et des idées de features qui arrivaient parfois un petit peu à la volée et qui étaient du coup pas matures lorsqu'elles arrivaient en production. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne reprendrait pas les bases ? Est-ce qu'on ne se redonnerait pas un cadre pour être plus rigoureux ? Pour ça, on a passé 2 jours chez SmartView avec Yacine Zakaria. On ne va pas le présenter ici, tout le monde le connaît. Donc toute l'équipe s'est investie pendant 2 jours à faire cette formation. On a ensuite constitué des feature teams. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a arrêté ce cloisonnement métier. On a commencé à faire des équipes pluridisciplinaires. On a mélangé les compétences dans les équipes et on a découpé l'application en pôles fonctionnels qu'on s'est répartis en donc 3 feature teams. Il a fallu ensuite trouver des Scrum Masters pour chacune de ces équipes. On n'avait pas la nécessité ni les profils pour avoir un Scrum Master à plein temps. Donc on a décidé d'avoir un dev par équipe qui prenait cette casquette de Scrum Master. Et c'est donc là que Mélanie et moi-même avons fait pousser la petite graine de Scrum Master en nous. On a mis donc des rituels en place. On a commencé à lancer notre premier sprint. Donc c'était des sprints de 2 semaines. On a fait donc des planifications, on se réunissait pour découper les tâches, évaluer l'effort, les points de chaque tâche. On avait des délits quotidiens, on faisait des groomings pour l'affinage du backlog du sprint suivant et on a mis en place des rétrospectives. Chaque équipe était libre de s'organiser et de planifier les moments opportuns pour chacun de ces événements. Donc on a reçu la formation en janvier, qui dit janvier dit bonne résolution, nouvelle année. On fait en sorte que toutes les feature teams adoptent un seul outil de suivi, Jira. On arrête, dans la mesure du possible, de mettre des choses sur GitLab, sur des Trello et autres tableurs Excel. On fait l'effort d'essayer de maîtriser l'outil à plus de 10% de ses capacités. Quand je crée un ticket Jira et que je me dis « Ah mais non, il a disparu », j'ai juste oublié d'y lier un sprint et il se trouve dans le backlog. Un Epic, qu'est-ce que c'est ça encore ? C'est un truc de PO qui veut montrer qu'il maîtrise l'outil et pas vous. Ben non, c'est utile pour dire que la user story va vous suivre à plus d'un sprint. Bon, peut-être un si vous êtes ultra efficace. Une autre chose qui a vraiment changé à partir du moment où on est passé en agile, c'est qu'on a commencé à découper nos US, à réfléchir, à utiliser l'intelligence collective en fait pour avoir des spécifications détaillées dans nos tickets, des critères d'acceptance, un découpage en sous-tâches techniques. Et donc c'était la fin de l'estimation. Ah oui, cette tâche dans 2 semaines c'est fini et 1 mois et demi après en fait on est toujours dessus et on se retrouve même à corriger des bugs dessus. Nous, pour ça, on est plutôt parti sur le poker planning. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure pour ceux qui étaient là. On a notre US de référence. Chaque équipe a une US différente, évaluée sur une note différente. On se met tous d'accord. Chacun vote et on se met d'accord, on tranche s'il n'y a pas un accord sur les points. C'est l'occasion d'en discuter, d'utiliser le savoir et les connaissances de tous. Donc 6 mois, c'est cool. Suite à nos 2 jours de formation, des rituels passent, des stories ne survivent pas. Mais c'est l'heure de faire un premier bilan sur ce qu'on a su appliquer, de ce qui nous a été enseigné. On commence côté team. On trouve un format de rétrospective qui vous permet d'aborder des grands thèmes sur lesquels votre adoption de l'agilité a pu influer et
c'est l'heure de donner votre avis. Donc, sur un modèle de feu rouge et de tendance, on discute de travail d'équipe. C'est l'occasion de se rendre compte si pendant ce sprint, on s'est senti acteur ou spectateur, si les missions qui nous ont été confiées nous ont motivés, si on travaille à un rythme qui nous permet de maintenir une base de code saine et de ne pas sombrer plus vite que prévu dans la dette technique. C'est aussi l'occasion de savoir, de connaître le ressenti de l'équipe par rapport au process tel qu'il a été adopté. Depuis le lancement de sprint jusqu'à la livraison, est-ce qu'on a le sentiment de délivrer de la valeur ? Est-ce qu'on aime ce qu'on fait ? Est-ce qu'on apprend tous les jours ? Est-ce qu'une fois qu'on a mis en production des choses, on est serein et on ne va pas se dire je ne suis pas sûr que ça tienne 2 heures avant le rollback, j'ai peut-être fait ça trop vite, il manquait des tests, mais tant pis, il fallait la feature. Voilà, vous avez le support juste en bas. Donc la première conclusion, suite à cette rétrospective, c'était que les sprints étaient trop courts. 2 semaines, on a l'impression de passer notre temps en rituel. Qu'est-ce qui nous reste comme temps effectif de travail ? C'est aussi compliqué pour la Product Owner qui a 3 feature teams à gérer, 3 lancements de sprint et des leads qui y assistent pour avoir une vision transversale de ce à quoi sont occupés leurs devs dans leur équipe métier. Donc ça ne laisse pas grand temps pour les développeurs. Du coup, on s'est dit on va passer à des sprints de 3 semaines. Ça va être plus viable. Déjà, vu qu'on a 3 feature teams, on fait en sorte de faire un lancement de sprint par semaine. Et on est moins frustré dans le sens où en 3 semaines, ça nous permet de compléter la tâche et de pouvoir la compter en points de vélocité. Justement, quand on a fait le point, on s'est rendu compte que l'équipe parfois oubliait un petit peu de regarder en arrière ce qui se passait et on se retrouvait avec des aberrations comme engager 72 points dans un sprint alors qu'en réalité dans le sprint précédent on n'en livre que 12. Alors comme disait Yacine tout à l'heure, il y a des moyennes mais faut rester cohérent. Quand régulièrement on n'est pas capable de livrer plus qu'un certain nombre, ça ne sert à rien d'engager le double. Quand on choisit de faire des actions en rétrospective, c'est intéressant de faire le point sur celles qu'on avait dit qu'on prenait à la dernière rétrospective. Est-ce que oui ou non on les a réalisées ? Et de temps en temps, c'est aussi intéressant de pouvoir les ressortir. Dire, il y a quelques mois de ça, on avait parlé de ces solutions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore des pistes qu'il faudrait creuser ? Donc c'est tout l'intérêt de faire des comptes rendus. Faut pas que ça soit des comptes rendus qui prennent tout votre temps, mais c'est intéressant pour le partage et pour le suivi des équipes. Et ça permet d'avoir quand même une meilleure visibilité sur ce qu'on fait. Côté Scrum Master, on s'est dit aussi qu'on allait faire un petit peu le point sur ce qu'on faisait ou pas et est-ce qu'on le faisait bien. On a fait cette rétrospective, donc c'est une checklist qui nous permet en fait de vérifier si oui ou non on fait vraiment du Scrum et d'identifier les points nécessaires, les axes prioritaires à améliorer dans nos pratiques. À cette occasion, on a pu du coup débattre chacun des Scrum Masters des différentes équipes des points qu'on faisait ou pas, qu'est-ce qui se passait bien ou pas et qu'est-ce qu'on faisait pour les faciliter. Donc on a pu échanger nos connaissances là-dessus. En devenant Scrum Master, de quoi est-ce qu'on avait peur ? On se sentait assez novice en animation d'atelier. Pour ma part, j'avais peur de me retrouver en face d'une classe de collégiens qui vous fuit du regard dès que vous demandez une quelconque participation. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Vous pouvez estimer avoir réussi à partir du moment où vous avez su créer un échange. C'est une preuve qu'il y a déjà un climat favorable où la parole est libre et où même les plus réservés s'expriment. Vous vous rendez compte que votre équipe a de l'intérêt pour les problèmes qui sont évoqués, que c'est un temps de partage, on apprécie être ensemble et c'est aussi l'occasion de se synchroniser et de découvrir des compétences dans votre équipe que vous n'auriez pas soupçonnées. Je pense à des compétences front pour un développeur C++. Un Scrum Master, ça reste malgré tout un humain. Il y a certains jours où, malgré toutes les ressources qu'on a à notre disposition, des livres, Internet, des supports physiques, les cartes les plus belles possibles, on a moins d'idées, moins d'énergie et on se rend compte qu'il y a des créneaux qui sont moins favorables à l'écoute et à la participation active. Mais on a eu une idée, vu qu'on regarde beaucoup trop la télé.
On s'est dit, est-ce qu'on n'échangerait pas? Finalement, il y a toujours une question qui revient, c'est est-ce que c'est pas plus simple ailleurs? Est-ce que l'autre équipe, c'est pas plus facile? Donc, pour répondre à ça et surtout pour essayer de retrouver un petit peu d'inspiration, on a décidé d'échanger. Donc, le fonctionnement, c'était un sprint sur 2, on allait animer une rétrospective d'une autre équipe. Éventuellement d'autres rituels si c'était souhaité ou pas, mais on s'était concentré sur les rétrospectives. L'objectif à ça, c'était de découvrir un peu des process et des fonctionnements différents pour essayer de les apporter dans nos équipes, pour insuffler un petit peu plus de dynamisme et de trouver des nouvelles idées de rétro. Donc on a beaucoup plus échangé à partir de ce moment-là sur les rétros qu'on organisait. Les bénéfices qu'on a pu constater, c'est principalement c'est qu'à un moment donné, on a pu enfin assister à nos propres rétrospectives, les pieds sous la table, comme tous les participants, et nous aussi nous exprimer sur ce qui s'était passé dans le sprint, ce qu'on avait bien vécu ou pas. Ce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'avoir une personne neutre de temps en temps hors de notre team, de notre feature team, ça a quand même le gros avantage que ça facilite le dialogue. On est obligé de donner plus d'informations, on prend le temps d'expliquer les choses et il y a un moins de jugement qui s'opère. Donc, est-ce que devenir Scrum Master, ça nous a laissé le temps d'exercer nos métiers respectifs de développeuse? Oui. On a eu un investissement de départ qui a essentiellement été de la lecture. On a eu des ressources comme Gamestorming ou encore Agile Rétrospective qui nous ont bien aidés. Beaucoup de talks sur YouTube et pas expressément centrés sur l'agilité. Beaucoup de talks UX, on les a trouvés adaptables. Même des talks qui parlent surtout de soft skills nous ont été utiles. Là où on a pris le plus de plaisir, c'était au moment de s'approprier des rituels, savoir quels étaient l'objectif d'un rituel, comment l'organiser et comment amener les gens dans la direction où on arriverait à ébaucher des actions et à aller dans de l'amélioration continue. On en est même arrivé, on a constitué un petit Trello collaboratif de rétrospective et d'ateliers au sens large pour l'amélioration du travail en équipe. On a inventé des rétrospectives, on s'est amusé à se prêter au jeu. On a détourné, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Exploding Kitten, qui est une roulette russe aux cartes. On l'a transformé en Exploding Production. On prend beaucoup de plaisir à ça. Et le plaisir surtout, c'est quand en fait, on arrive enfin à sortir de ces réunions soporifiques, à créer de l'intérêt chez les collègues. Ils ont envie d'arriver en réunion. Et ça, c'est quand même le Graal. Oui, pardon, c'est à moi. On est agile ou on ne l'est pas. Ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est qu'on travaille avec de l'humain. Il faut savoir s'adapter. Ça ne sert à rien de faire du cargo culte. S'il y a des choses qui n'ont pas de sens pour votre équipe, à un moment donné, il faut se dire qu'on peut les laisser tomber. Si Jira, c'est pas trop, c'est pas top, pardon, on va laisser tomber et pourquoi pas tenter les issues GitLab, voire y revenir. Les feature teams, Scrum, ça marchait peut-être pas pour tous. Il y en a qui sont repassés sous Kanban. Les délits, c'était un peu difficile. Il y en a qui avaient du mal à s'y intéresser, qui n'écoutaient pas trop. On a fait des jokers d'absence. Après tout, ça reste optionnel. Si on n'a rien à dire et qu'on n'a rien à apprendre, il n'y a pas besoin de se forcer. Alors, au bout d'un an, quels bénéfices on peut en tirer en termes organisationnels et humains, sachant qu'on a fait ce bilan à mi-parcours pour éventuellement réorienter le cap? Un des premiers constats, c'est que être organisé en feature team, fatalement, ça rend curieux. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez à travailler avec des gens qui n'ont pas exactement le même métier que vous. S'ils vous présentent leur métier, vous serez encore plus curieux au point de vouloir installer leur environnement de développement. Il y a toujours cette guerre entre IntelliJ et Visual Studio. Une fois que vous serez lancé, vous risquerez même à faire une PR sur leur projet, en ayant pris une tâche assez simple, évidemment. Et là, on ne pourra plus vous arrêter et vous serez capable de sauver leur instance en astreinte. Avec tous les rituels qu'on a mis en place avec l'agilité, c'est autant d'occasions de se parler et d'apprendre à s'écouter et surtout se comprendre. Grâce à ça, on a appris à mieux collaborer.
Au Daily, c'est pas juste l'énoncé de nos tâches individuelles. On est là pour écouter et peut-être apporter de l'aide, proposer de faire du pair ou proposer une piste de solution aux problèmes de notre collègue. On a appris à mieux partager. On fait de la veille, pas que pour nous, parce que justement, peut-être que le dernier article qu'on a lu, il va peut-être aider notre collègue sur le problème dont il nous a parlé ce matin. Et au final, ce qu'on a réussi à faire, c'est créer un vrai esprit d'équipe. En s'écoutant, en fait, on est devenu quand même beaucoup plus sensible aux problèmes des autres. Et on a créé une équipe beaucoup plus solidaire. On a eu l'occasion de comprendre la place grandissante de l'écrit. Avec la démocratisation du télétravail, il était essentiel de mettre sur papier les grandes décisions et les cheminements qui ont suivi, parce que de la tradition orale, pour des gens à distance, autant vous dire que c'est nul. Comme l'a dit Magali, on prend le temps d'écrire des comptes rendus de la plupart des rituels, en particulier les rétrospectives, et on les rend disponibles aux autres équipes. C'est pas parce que vous n'êtes pas de la feature team de la dernière rétro que ça va se transformer en fort bombe. On insiste sur les spécifications techniques et en particulier sur les choix qui ont motivé une architecture plutôt qu'une autre pour garder une trace, ne serait-ce que via des commentaires Google Docs. Et on prend le temps d'investir dans la rédaction d'un document sur des tâches récurrentes. Dans notre domaine métier, c'est l'intégration d'un SSP. Alors ça revient à intervalles plus ou moins réguliers, mais je vous avoue que je suis très contente d'avoir écrit un doc qui récapitule les grandes étapes du développement, à quelles applis ça touche. Si vous êtes généreux, vous linkez même les commits qui ressemblent à ce qui a été fait il y a 3 mois. Et vous faites aussi en sorte d'adopter la culture de post-mortem. Nous, on applique ça principalement aux incidents d'astreinte. Et le Graal, c'est en plus d'un README sur votre appli, prévoyez aussi la procédure d'astreinte. On a appris à se parler, à adapter notre discours pour s'adresser à différents profils, parce que lors de nos délits ou nos rétrospectives, il y a tous les profils qui se joignent à nous, notre designer UX, l'APO, les ops, on ne fait pas tous le même métier, on n'a pas les mêmes spécifications, donc on a appris à vulgariser, à expliquer ce qu'on attendait. Quand on parle d'un ticket support, qu'est-ce que j'attends, de quoi j'ai besoin pour pouvoir le traiter ou pour lancer une nouvelle feature. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on est devenu quand même beaucoup plus transparent. On a donné de la visibilité sur ce qu'on faisait. On communique mieux entre les différentes feature teams. Par exemple, aujourd'hui, au lancement d'un sprint, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire un petit résumé sur Slack. On balance un petit résumé du scope de ce qui a été embarqué dans le sprint pour que tout le monde ait une vision de vers où l'application avance. Travailler en feature team, c'est savoir aider autant que demander de l'aide, accepter de se faire aider. Ça participe à lutter contre le mythe de l'ingénieur qui est capable de faire le travail de 10 personnes. Si justement on est en feature team, c'est pour pas réinventer la roue pour soi et profiter des compétences des autres. C'est une façon active de lutter contre le bus factor ou vélo, trottinette électrique, insérer votre moyen de mobilité douce. Donc plus ce nombre est bas, plus votre projet pourra perdurer dans le temps en dépit de l'absence d'un ou ses membres. Et gardez à l'esprit que vos processus, même si vous aimez utiliser 2 logiciels, 3 langages et le dernier framework, ça serait aussi bien qu'il soit le plus simple possible et reproductible par une personne en votre absence. Voilà, vous pourrez partir serein en vacances sans être sollicité. La première règle du manifeste Agile nous dit les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. Un des effets de bord qu'on a remarqué en favorisant les individus et les interactions, c'est qu'on avait créé plus d'engagement. On respecte ce qu'on engage dans le sprint. Ça signifie une confiance entre le PO et l'équipe de dev, le business et le produit. Quand on planifie ce qu'on inclut dans notre sprint, on essaie d'équilibrer les tâches techniques et les tâches produits de manière en fait à garder un code propre et réduire la dette, parce que c'est le problème de tous. Ça ne sert à rien de livrer vite si on perd en qualité. On se fixe des objectifs réalisables et mesurables. Donc on a fait une definition of done
pour nous quand est-ce que notre feature commence et quand est-ce qu'elle s'arrête. Et surtout, on a fait une vraie collaboration avec nos ops. Notre travail ne s'arrête pas au Git merge. On va jusqu'au bout. On développe ensemble un environnement de livraison. Donc, quand on a voulu proposer ce talk, notre but, c'était d'expliquer ce qu'on pouvait en retirer quand on avait le sentiment de faire de l'agile, mais qu'on s'investissait encore plus avec un peu plus de rigueur. On s'est rendu compte qu'au final, le Chief Happiness Officer, c'était nous-mêmes, qu'on avait plus de plaisir à travailler ensemble qu'un baby-foot et de la nourriture en libre service. Ça a beau être l'apanage des startups, ça fait pas tout. Qu'il ne fallait pas sous-estimer les effets que pouvaient avoir des Kudo-cards. Donc, c'est des petites cartes format carte postale que vous pouvez prendre le temps d'écrire pour remercier un collègue qui a su se montrer disponible quand vous aviez un bug introuvable, qui a su faire du pair programming sur une feature qui ne vous plaisait pas trop, ou qui a encore su se libérer quand l'astreinte tombait mal. Et vous voyez tout l'intérêt de l'esprit d'équipe quand vous faites passer un document et que tout le monde l'enrichit. On a atteint le summum de l'intelligence collective et on est très fiers. Donc voilà, c'est pas quantifiable, mais on trouve que ça vaut de l'or et on vous le souhaite. Voilà, merci.